Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur du savoir. On se penche aujourd'hui sur un sujet fascinant, mais qui soulève aussi son lot de controverses. L'énergie libre. Ah oui, l'énergie libre. Vous nous avez envoyé une sélection d'articles qui explorent le potentiel de cette technologie et les forces qui semblent vouloir la maintenir dans l'ombre. C'est un sujet qui ne manque pas de piquant. Imaginez un monde où on n'aurait plus de factures d'électricité, où nos voitures rouleraient à l'eau, et où nos téléphones n'auraient plus jamais besoin d'être rechargés. Un rêve. Oui. Mais si cette technologie est si révolutionnaire, pourquoi n'est-elle pas déjà partout? Qu'est-ce qu'elle a à la freine? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Absolument. Et pour commencer, on va se plonger dans l'article du Dr Peter Lindman. Le monde de l'énergie libre. Il présente une multitude de technologies plus fascinantes les unes que les autres. Ah oui? On parle d'énergie radiante, d'aimants permanents, de systèmes de chauffage révolutionnaires. Il a du quoi avoir le tournis. Le plus fou, c'est que toutes ces technologies reposent sur le même principe. Utiliser une petite quantité d'énergie pour en générer une beaucoup plus grande. C'est un peu comme la pierre philosophale des temps modernes, Nanzé. C'est une comparaison intéressante. On pourrait même parler d'une sorte de poule aux œufs d'or énergétique. Prenons l'exemple de l'électrolyse super efficace. Le Dr Lindman mentionne un alliage métallique breveté en 1957, capable de séparer l'eau en hydrogène et en oxygène sans aucun apport d'énergie extérieure. Attendez, on parle bien de produire du carburant propre simplement avec de l'eau. Oui. Si ça, ce n'est pas révolutionnaire. Mais alors pourquoi cette technologie n'a-t-elle pas bouleversé le monde de l'énergie du tout? C'est une excellente question. Et c'est là que les choses se compliquent. Le Dr Lindman identifie 4 forces principales qui s'opposent activement au développement et à la diffusion de l'énergie libre. 4 forces BOI, c'est-à-dire erronément. Il s'agit des familles les plus riches du monde, des gouvernements. Des inventeurs mal avisés ou carrément escrocs. Et Ousso, tenez-vous bien, nous-mêmes. Nous-mêmes, comment ça se fait? Le Dr Lindman soulève un point crucial, notre propre résistance au changement, notre manque de conscience et notre tendance à suivre le courant sans poser de questions contribuent à maintenir le statu quo. C'est un peu comme si nous étions malgré nous complices de ce blocage. D'accord, je comprends. Mais revenons aux 3 premières forces que vous avez mentionnées. Comment font-elles concrètement pour freiner l'énergie libre? Eh bien, pour les familles les plus riches, qui contrôlent une grande partie du système financier mondial, l'énergie libre représente une menace directe à leur pouvoir. Elles ont donc tout intérêt à la discréditer, à manipuler les marchés, et parfois même à intimider ou à faire disparaître les inventeurs qui dérangent. On dirait un scénario de film d'espionnage. C'est un peu effrayant. Disons que la réalité est peut-être moins spectaculaire, mais tout aussi efficace. Quant au gouvernement, ils craignent l'instabilité géopolitique que pourrait provoquer l'énergie libre. Imaginez un monde où chaque pays aurait accès à une source d'énergie illimitée et indépendante. L'équilibre des pouvoirs serait totalement bouleversé. Et puis, il ne faut pas oublier que les gouvernements tirent des revenus considérables des énergies fossiles. Tout à fait. L'article Arguments contre l'énergie libre détaille justement les arguments avancés par les opposants à l'énergie libre. La menace à la domination financière est un argument central, tout comme la peur de l'anarchie et de la perte de contrôle des gouvernements. On y retrouve aussi un argument plus... Philosophique, disons. Ah, bon. L'article met en avant l'idée que l'humanité n'est pas spirituellement prête à gérer une telle abondance. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? L'argument stipule que nos valeurs actuelles, basées sur la compétition, la domination et l'accumulation de richesses, nous empêcheraient d'utiliser l'énergie libre de manière responsable. En gros, l'abondance énergétique risquerait d'amplifier nos défauts plutôt que de les résoudre. C'est une perspective assez pessimiste, mais est vraiment réaliste. Difficile à dire. Il est vrai que notre histoire est jalonnée de conflits et de luttes de pouvoir. L'accès à une énergie illimitée pourrait-il changer la donne? C'est une question que nous allons explorer dans la deuxième partie de notre Deep Dive. Alors, rendez-vous dans quelques instants pour la suite de nos aventures énergétiques. On reprend notre exploration de l'énergie libre. Juste avant la pause, vous posiez une question essentielle. Sommes-nous prêts en tant que société à gérer une telle abondance d'énergie de manière responsable? Oui, c'est une question qui me taraude. On a vu les forces qui s'opposent à l'énergie libre, leurs motivations, leurs méthodes. Mais si on imagine que ces obstacles disparaissent, sommes-nous vraiment prêts pour un monde où l'énergie serait gratuite et accessible à tous? Pas sûr. C'est une question complexe qui nous amène à réfléchir à nos propres valeurs et notre vision du monde. L'article « Arguments contre l'énergie libre » aborde cet aspect, Ah oui, sous l'angle du comportement humain. vous parlez de notre comportement au quotidien. Oui, en partie. L'argument suggère que tant que nous sommes guidés par l'avidité, la soif de pouvoir et la peur de manquer,
On ne pourra pas gérer l'abondance de l'énergie libre de manière harmonieuse. Si je comprends bien, si on reste dans une logique de compétition et de domination, l'énergie libre risque d'aggraver les conflits plutôt que de les apaiser. On se retrouverait avec des guerres pour des ressources qui ne seraient plus rares. Exactement. Imaginez, chacun a accès à une source d'énergie illimitée, mais les mentalités restent inchangées. La course à l'armement, l'exploitation des ressources et la destruction de l'environnement pourraient s'intensifier. L'énergie libre deviendrait un outil de destruction massive. C'est une vision assez sombre, mais est-ce qu'on est condamné à rester prisonnier de ce système arouette? Ne peut-on pas changer notre façon de penser? Je ne suis pas aussi pessimiste. L'être humain a une incroyable capacité d'adaptation et d'évolution. L'énergie libre, si elle devient une réalité, pourrait justement être un catalyseur de changements profonds. C'est-à-dire, comment l'énergie gratuite pourrait-elle nous transformer? Imaginez un monde où l'énergie n'est plus un enjeu de pouvoir et de profit. Un monde où chacun peut subvenir à ses besoins fondamentaux sans avoir à lutter pour sa survie. Cela pourrait libérer un potentiel créatif et coopératif immense. Oui, je vois. On pourrait se concentrer sur des projets collectifs, sur le bien-être de tous, sur la préservation de la planète. On aurait enfin le temps et les ressources pour construire un monde meilleur, chiette. Exactement. L'abondance d'énergie pourrait nous permettre de repenser notre modèle de société. Passer d'une logique de compétition à une logique de collaboration. C'est une vision très optimiste. Mais comment y parvenir concrètement? Comment passer de la compétition à la collaboration? Le changement doit venir de l'intérieur de chacun d'entre nous. Il s'agit de prendre conscience de nos propres limitations, de nos peurs, de nos schémas de pensée. Il s'agit de cultiver l'altruisme, la compassion, le respect de la vie. C'est un beau programme, mais ça me semble un peu utopique. Changer le monde en commençant par soi-même. Est-ce vraiment possible? Ce n'est pas une tâche facile, c'est certain. Mais chaque petit pas compte. Commencer par soi-même, c'est déjà un acte révolutionnaire. C'est se libérer du conditionnement. C'est choisir de vivre en accord avec ses valeurs profondes. D'accord, je vois, mais ça ne suffit pas, non. Il faut aussi agir au niveau collectif, politique et économique. Bien sûr. L'action individuelle et l'action collective sont complémentaires. Plus nous serons nombreux à incarner ces valeurs, plus nous aurons un impact sur le monde qui nous entoure. Donc si je comprends bien, la question n'est pas seulement de savoir si nous sommes prêts pour l'énergie libre, mais plutôt de savoir si nous sommes prêts à changer nous-mêmes pour créer un monde où l'énergie libre puisse s'épanouir de manière positive. C'est une excellente façon de le formuler. L'énergie libre n'est pas une solution miracle. C'est un outil puissant qui peut amplifier le meilleur comme le pire de l'humanité. C'est à nous de choisir le chemin que nous voulons emprunter. Alors comment faire ce choix? Comment contribuer à la création de ce monde meilleur que vous décrivez? Il n'y a pas de recette magique. Chacun peut trouver sa propre voie. L'important, c'est de s'engager et d'agir, de ne pas rester passif face aux défis qui se présentent. Et si on parlait un peu plus concrètement de cet engagement, quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre, Va? C'est une question qui nous amène naturellement à la troisième partie de notre Deep Dive. On explorera ensemble les pistes d'action individuelles et collectives pour soutenir l'avènement d'un monde plus juste et plus durable. On se retrouve pour la dernière partie de notre Deep Dive sur l'énergie libre. On a vu les promesses et les obstacles et la question de savoir si on est prêt pour un monde d'abondance énergétique, mais maintenant place à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que l'énergie libre devienne une réalité? Le Dr Lindemann, dans son article, il insiste sur le rôle du public informé. C'est nous, les citoyens, qui pouvons faire la différence. On est la quatrième force. D'accord, mais comment y aller? On n'est pas tous des scientifiques ou des ingénieurs capables de construire des machines à énergie libre. Bien sûr que non. Mais il y a d'autres façons de contribuer. Le premier pas, c'est de s'informer. Se documenter sur les technologies d'énergie libre, comprendre les enjeux scientifiques, économiques et politiques. En gros, on devient des experts en énergie libre. Oui. Plus sérieusement. Vous avez raison, plus on est informé, plus on est capable de démêler le vrai du faux, de repérer les arnaques et de soutenir les projets sérieux. Exactement. Il y a plein d'informations disponibles en ligne, dans des livres, des documentaires. Oui. Il suffit d'être curieux, de croiser les sources, de recouper les informations. On est en plein dans l'esprit du deep dive finalement. Tout à fait. Et une fois qu'on s'est bien renseigné, on fait quoi? On se met à construire des générateurs d'énergie libre dans notre garage. Pas forcément. Partager l'information, c'est déjà une action essentielle. Ah oui. Parlez-en autour de vous, à vos amis, votre famille, vos collègues. Partagez des articles et vidéos, des liens. Plus on est nombreux à être conscients de ces alternatives énergétiques, plus on crée une pression pour qu'elles soient développées. C'est l'idée d'un mouvement citoyen, Oui. d'une prise de conscience collective. Exactement. On plante des graines, en quelque sorte, et on espère qu'elles germeront. Tout à fait. Et il y a aussi des actions plus concrètes. On peut soutenir les inventeurs et les chercheurs qui travaillent sur l'énergie libre en faisant des dons,
en participant à des campagnes de financement participatif. Ah oui, c'est une bonne idée. On peut aussi participer à des conférences, des ateliers, des forums de discussion Oui, pour échanger avec d'autres passionnés, partager des connaissances. absolument, des idées. Le réseautage est important. Créer des liens, des collaborations. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et puis, il ne faut pas oublier le pouvoir de la demande. Ah oui, Plus on est nombreux à exprimer notre intérêt pour des solutions énergétiques propres et durables, plus les entreprises et les gouvernements seront incités à investir dans ces domaines. donc on peut interpeller nos élus, signer des pétitions, boycotter les produits polluants. On a plein de leviers d'action. Exactement. Chaque geste compte. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du consommateur et du citoyen engagé. C'est encourageant de voir qu'on peut agir à différents niveaux, même si on n'est pas un expert en physique quantique. Tout à fait. Le changement, c'est une œuvre collective. Oui. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice à son échelle. L'important, c'est de ne pas rester passif, de ne pas attendre que les autres fassent le travail à notre place. Alors, chers auditeurs, on vous lance un défi S. Renseignez-vous sur l'énergie libre, parlez-en. Autour de vous, engagez-vous à votre façon. Ensemble, on peut créer un futur plus lumineux, un futur où l'énergie sera source d'abondance et de partage, et non de conflit et de domination. Et n'oubliez pas, restez curieux, gardez l'esprit ouvert et surtout n'abandonnez jamais l'espoir d'un monde meilleur. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive passionnant. On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux horizons du savoir à la prochaine heure.